T'as l'impression que pour faire de la prison ferme, il faut s'appeler Farid et avoir vendu 10 euros. Voilà. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs dames, on est au milieu de la semaine, mercredi. Hier, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Je me suis cassé la tête, j'ai réussi à enregistrer le reportage fait par 7 à 8 sur Maître Gims. Mais alors j'ai des droits d'auteur de tous les côtés, j'ai pas pu poster, mais je suis toujours sur le dossier. Promis, vous aurez vos 2 vidéos dans la semaine, peut-être une vendredi, une dimanche. Je vais gérer le truc, désolé encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer, messieurs dames, avec une entreprise qui a été condamnée pour financement du terrorisme et c'est bien une entreprise française. Cocorico, le groupe Lafarge. Accusé d'avoir versé plusieurs millions d'euros à des groupes terroristes pendant la guerre en Syrie, le cimentier Lafarge est reconnu coupable de financement de terrorisme. Son ancien PDG Bruno Lafont écope de 6 ans de prison avec incarcération immédiate. Le tribunal a rendu son verdict ce matin dans le procès de Lafarge et 8 de ses anciens cadres. Le tribunal correctionnel a établi dans son jugement que la société, avalée depuis par l'entreprise suisse Holcim, a procédé à des paiements entre 2013 et 2014 à 3 organisations djihadistes, dont le groupe État islamique, à hauteur de près de 5,6 millions d'euros. Il a été souligné que cela leur avait permis de préparer des attentats terroristes, notamment ceux de janvier 2015 en France. Le cimentier était accusé d'avoir versé des millions d'euros via sa filiale syrienne, Lafarge Cement Syria, à des organisations terroristes pour continuer la production dans sa cimenterie de Jalabia, située dans le nord de la Syrie. De nombreux échanges de mails, des notes et des preuves de paiement effectués à plusieurs intermédiaires avaient été dévoilés pendant le procès en décembre 2025. Après un réquisitoire accablant, de lourdes condamnations étaient attendues. Le parquet national antiterroriste n'avait laissé aucune circonstance atténuante au PDG Bruno Lafont et son bras droit, Christian Hérault, qui écope lui de 5 ans de prison avec mandat de dépôt. Bruno Lafont et Christian Hérault font appel de cette décision. Les prévenus doivent aussi s'acquitter d'une amende de 4,5 millions d'euros à partager en fonction de leur participation aux faits, et ce, en plus d'amendes individuelles. Le parquet a aussi condamné Firas Tlas, principal intermédiaire de Lafarge en Syrie, à 7 ans de prison. Réfugié à Dubaï, il n'était pas présent au procès et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Vous le savez, il y a eu la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Sur le plateau de TBT9, Gilles Verdez s'est dit prêt à divulguer le rapport. Il y a des justifications, Delphine Ernotte, elle dit vous confondez le chiffre d'affaires, la dotation, mais le résultat c'est que lui, il a bossé. Bah oui. Et ce que je vous dis depuis plusieurs jours, il y a une entreprise de décrédibilisation de Charles Aloncle en permanence par Madame Ernotte, par plein de gens qui commencent, moi, à me casser les bonbons. Voilà. C'est inadmissible. Il a bossé, je vous assure, j'ai suivi la commission. Non, il a bossé. Il a bossé, il a eu des trucs inédits et il en a encore en réserve. Les syndicats, qui sont pourtant pas de son bord politique, lui ont envoyé des documents confidentiels. Il y a des actions qui se préparent. Il a bossé et on veut saloper son travail parce qu'on dit qu'il va déranger le système. Donc c'est particulièrement énervant, Cyril. Et à chaque fois, lui, il est pointu sur les chiffres. Et on lui rétorque des trucs en mettant en avant le fait que peut-être, alors, il a des rapports de la Cour des comptes qu'il ne devrait pas avoir, ou il mélange des rapports de la Cour des comptes. Mais on s'en fout, il les a, les rapports. Ce qui compte, c'est qu'il a les rapports à l'oncle. Il a les rapports. Et là, on est en train... Ça m'énerve. Je ne connais pas ce gars à l'oncle. Je ne le connais pas. Mais franchement, on dit souvent que les députés foutent rien. Lui, ça fait des mois qu'il bosse. Ça fait des mois qu'il bosse et on va foutre son travail à la poubelle potentiellement. Et là, moi, si on fait ça, je m'en fous. Vous savez ce que je ferais ? J'irai le voir, Charles Aloncle, et je lui dirais, j'en ai rien à foutre. Oui, on n'a pas le droit. Si les députés ne veulent pas la publication du rapport, poubelle. Eh ben moi, vous savez ce que je ferais ? Je viendrai ici, si vous me l'autorisez. Ah oui, on lira le rapport. Je brandirai des documents. Oh, fort. Je brandirai des documents. Oh, Qu'est-ce que tu feras ? Qu'est-ce que tu feras, Gilles ? Qu'est-ce que tu feras ? Tu vas brandir des documents. On dirait les documents. Hein, voilà.
Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je brandirai les documents, les chiffres, tout Tu ça, vas les les brandir. auditions. On n'aura même plus le droit de parler du Vous allez contenu te dire des parce que auditions. c'est- Contenu des auditions, boum, paf. Boum, voilà. Ce que j'allais dire, c'est extrêmement courageux parce que ça, normalement, c'est même pénalement Oui, répréhensible. non, oui, À oui, partir du oui, moment- je vous avais pas dit ça, mais c'est vrai. Donc, alors, voilà. En live, Sam Zira a parlé de l'affaire et de la condamnation de Julien Bert. Il a notamment évoqué une justice à géométrie variable. T'as l'impression que pour faire de la prison ferme, il faut s'appeler Farid et avoir vendu 10 euros. J'ai vu que beaucoup s'offusquaient du fait que ils ne fassent pas de prison ferme alors qu'il y a eu de la violence conjugale. Mais vous vous offusquez encore des personnes qui font pas de prison ferme chez nous, franchement. La plupart des gens font pas de prison ferme. Ou alors t'as l'impression que pour faire de la prison ferme, pardon, hein, c'est horrible ce que je vais dire. Alors j'aime pas en plus dire des trucs comme ça, mais je le pense. Ah bah je vais le dire. T'as l'impression que pour faire de la prison ferme, il faut s'appeler Farid et avoir vendu 10 euros. Voilà. J'abuse. Je sais, oui, j'abuse. Mais vous avez compris mon abusement. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup à la tête du client. Voilà. Chez nous. Au faciès. Et oui, je suis pas en train de dire pas du tout que vendre du c'est moins grave. Je suis pas en train de faire une échelle de la gravité. Je suis simplement en train de dire, parce que c'est très dangereux, voilà, ça bousille le cerveau, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne fais pas d'échelle de la gravité, je dis juste que, comment il dit mon ami, c'est 2 poids 2 mesures. Non, c'est pas une question de 2 poids 2 mesures, c'est juste une question que c'est à la gueule du client, c'est tout. Voilà. Qu'un mec qui va sa femme ou qui va être avec sa femme, qui a une première instance, qui a une deuxième instance, il va pas faire de prison. Voilà. Alors que pourtant, il y a eu de la prison ferme qui a été réclamée. Mais non, on va t'aménager en bracelet électronique. Voilà. Par contre, il y en a pour moins que ça, beaucoup moins que ça, bah ouais, ils font de la tôle. C'est presque à se demander, hein. Moi j'adore la justice, hein. Vous le savez, je suis pour la justice, je suis pour régler les comptes avec la justice. Mais après attention, je vais nuancer mon propos aussi. Mine de rien, croyez-moi que je pense que s'il n'avait pas été connu et qu'il n'y avait pas les médias, la Provence et tutti quanti qui assistaient aux audiences, et donc ce retentissement médiatique, je pense que si ça n'avait pas été Julien Bert, et je pense que si la personne pour les mêmes faits n'avait pas été connue, il aurait pris beaucoup moins. Il aurait pas pris 2 ans de prison, dont 18 mois de sursis, je sais pas quoi, probatoire, aménagé, embrassé électronique. Il aurait pris beaucoup moins. Donc, mine de rien, même si c'est offusquant, je pense que Julien Bert a pris plus que quelqu'un qui ne serait pas connu. C'est très fort, on parle beaucoup de Xavier Dupont-Ligonnès, ils ont su saisir l'opportunité et faire une interview avec un des amis, peut-être même le meilleur ami de Xavier Dupont-Ligonnès. Et l'interview a beaucoup fait réagir. Xavier, rentre avec moi, assume tes crimes, tu es mon ami, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à prendre le premier avion pour aller le chercher, quoi. Si t'as un signe de vie là tout de suite de lui, Ah oui, tu fais oui, quoi? non, mais de toute façon c'est prévu. Hein. Tu vas pas à la police? Ah non, parce que moi je suis pas le bon Dieu, je suis pas un avocat, et je suis pas un juge, je suis un ami. Mais ma hantise, tu sais, ce serait que j'ai dans les yeux, ils me disent, non mais Bruno, faut que je te dise un truc, hein. C'est pas moi qui ai tué ma famille. Ça serait capable de ça, tu vois. Qui se fait dans le déni total, comme l'était sa mère, comme l'était sa sœur. Ah non, c'est pas les corps sous la terrasse. Xavier qui me dit, non Bruno, je t'assure, hein, c'est pas moi qui ai tué ma famille. Non. Là, si tu pouvais lui faire passer un message tout de suite là, tu lui dirais quoi? Sois un homme, soit assume tes crimes. Redeviens le Xavier que j'ai connu, ce garçon qui était sensible, généreux, honnête. Donne-toi une chance de redevenir un être humain, avec un visage d'un homme digne de ce nom, et pas un assassin qui se cache quelque part et qui n'assume pas ses crimes. Histoire complètement folle dans le Haut-Rhin, les gendarmes ont découvert un enfant de 9 ans qui a été séquestré pendant plus d'1 an dans une camionnette par son papa. Et les gendarmes ont découvert le petit garçon il y a une semaine dans un village du Haut-Rhin, après avoir été alerté par une habitante qui avait entendu des bruits d'enfants dans l'intérieur d'une camionnette garée dans une cour. Et les forces de l'ordre ont trouvé à l'intérieur de cette camionnette un enfant pâle, manifestement dénutri. Je cite le rapport des forces de l'ordre. Couché en position fœtale, nu, recouvert d'une couverture sur un monticule de déchets et à proximité d'excréments. Son père le surveillait de cette caméra que vous voyez là, reliée à l'intérieur de la maison. L'enfant est resté tellement de temps accroupi
accroupi dans le véhicule, qui ne pouvait plus marcher. Il a vécu comme ça pendant plus d'1 an. Les habitants du village sont tous sous le choc. Il devait avoir ultra peur, il devait avoir froid. Les matins d'hiver, moi quand je suis habillée pour aller en cours, il fait froid de fou. Alors j'imagine pas, lui il était tout nu dans ses excréments. Une fois je l'ai vu au tout début quand il était là et après ils ont dit qu'ils l'avaient mis en psychiatrie. Je suis rentré un soir, j'ai vu qu'il y avait de la lumière à la camionnette. J'ai vu qu'il y avait le jeune, mais bon après j'ai un peu discuté avec lui, il m'a dit que son père était au courant, qu'il cherchait quelque chose dans la camionnette et qu'il remontait, voilà donc... Le petit garçon a pourtant une sœur qui vivait à l'intérieur de la maison avec le papa, sa nouvelle femme et sa fille à elle. Cette famille, notamment le petit garçon, était habitué d'un club de bowling. Mais le père avait réponse à tout. Je lui ai même demandé une fois, le petit il vient plus voir les quilles parce qu'il aimait venir ici, voir les jeux de quilles. Et il m'a dit bon, il a d'autres activités, il reste avec sa sœur, voilà. Et puis à la question de l'école, ce petit garçon, il était scolarisé jusqu'à il y a plus d'1 an dans l'établissement du coin. Sa sœur a continué sa scolarité normalement et personne ne s'est ému que ce garçon ne vienne plus à l'école. L'ancien maire de la commune, juste avant les municipales, donc celui qui gérait à l'époque de la disparition de cet enfant, a été interrogé sur ce point par TF1. La famille était bien inscrite chez nous en mairie, et ça, nous, on ne sait pas où ils vont inscrire leurs enfants. Ils peuvent être très bien scolarisés à l'extérieur du village. Et les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités de chacun. Le garçon a raconté aux enquêteurs que la compagne de son père ne voulait plus de lui dans l'appartement, souhaitait qu'il soit interné en hôpital psychiatrique et son père l'aurait donc enfermé avec quelque part son assentiment, ce que disent les forces de l'ordre, dans la camionnette pour ne pas avoir à l'interner. La belle-mère aussi a été mise en examen. Oui, c'est le genre de moment où faut pas me demander si je suis pour ou contre la peine de mort. Toujours sur Legend, il y a eu un épisode avec Éric Dupond-Moretti. Même si je suis pas fan du personnage, je trouve que l'épisode était très bien. Il y a des anecdotes complètement folles, comme celle-ci où en fait Guillaume Pley lui demande si parfois il y a eu des personnes qui ont été accusées à tort. Vous avez eu des fausses accusations de gens qui n'étaient pas coupables vraiment? Bien sûr, avec des démonstrations de non-culpabilité. Le cas le plus évident, c'est l'affaire Loïc Séché. Il a été condamné 2 fois à 16 ans. Je vous dis 2 mots sur cette affaire. C'est une toute jeune fille qui rédige une rédaction qui alerte ses enseignants. À la lecture de ce texte, le prof de français se dit elle a été victime de quelque chose. Bon. Là, on va l'interroger. Et un jour, il y a une espèce de réunion de famille à laquelle participe d'ailleurs le gendarme, qui est un ami du père, le gendarme qui sera le directeur de l'enquête. Et on soumet à cette jeune fille le nom d'un homme, Loïc Séché. Et elle dit oui, c'est lui. Loïc Séché va être condamné. Première fois à 16 ans de réclusion, il va interjeter appel et il va être à nouveau condamné à 16 ans. Et l'un des arguments forts portés par l'accusation, c'est un journal intime dans lequel cette gamine a écrit ce qu'elle avait vécu de la part de Loïc Séché. Sauf que on démontrera ultérieurement que ce journal intime a été écrit après, bien après. Et la gamine finira par dire, mais à ce moment-là, il est définitivement condamné, il va faire 9 ans de prison, qu'elle a raconté des choses qui ne sont pas vraies. Et qu'elle a été réellement victime lors d'un déplacement scolaire de la part d'un garçon qui était avec elle. Quelqu'un d'autre, quoi. Et quand elle a lâché le nom, elle n'a pas pu faire marche arrière, parce que il y avait le poids de la famille, il y avait cette espèce de pression que l'on avait mise autour d'elle. Évidemment, la justice s'est pas contentée de « j'ai menti ». On a investigué, on l'a interrogé, réinterrogé. Et on a eu la certitude absolue qu'elle n'avait pas dit, s'agissant de Loïc Séché, la vérité. Il a donc été réhabilité dans le cadre d'un procès en révision. Il y en a eu 13 peut-être en France, il y en a très très peu. C'est le plus grand moment judiciaire que j'ai vécu dans ma vie. Et elle lui a dit, les yeux dans les yeux, je te demande pardon. Il y avait un silence de cathédrale. Il l'a regardé, il lui a dit, je te pardonne, mais je ne pardonne pas à l'institution judiciaire. Rien d'autre. Derrière, je vais vous dire, pas besoin d'avocat. Et si vous reprenez la parole, vous gâchez ce moment. Ouais. Non, c'était un truc d'une intensité. On sait que sur le plateau de TBT9, le boss est Cyril Hanouna, et on sait que souvent, c'est son avis qui prédomine. Géraldine Maillet en a fait les frais. Le sujet, c'était quoi? Eh bien, la paparazzade de Jordan Bardella. Non mais
c'est pas parce que je dis ça contre ces photos que vous devez être agressif par rapport à moi. Mais je pense que s'ils ont décidé de cette paparazzade qui, à mon avis, est orchestrée, ça veut dire que c'est quand même sérieux et que l'histoire, elle est quand même engagée. Voilà. Parce que je me dis que c'est un jeune homme, il a dû avoir beaucoup de succès, Alors beaucoup tu de dirais, conquêtes. non mais alors orchestré, donc tu dis, ça veut dire que tu dis donc que là c'est des photos qui sont pas volées. Je pense que ça a été un peu organisé. Moi je pense pas. Moi je pense, je vais vous dire la vérité, je pense qu'ils se sont dit on ne se cache plus. Oui. Voilà. Tout simplement. On laisse. Voilà, tu sais quoi, bah si on est pris en photo, on est pris en photo. On laisse faire. C'est souvent comme ça que ça se passe, tu vois. Tu verras quand tu seras connu. Si on est pris en photo, non mais si on est pris en photo, on est pris en photo. Et si voilà, si on est le look est fou. En tout cas, on fait notre vie. Voilà, et puis on verra bien si on est pris en photo ou pas. Voilà, sans plus comme ça. Géraldine, si un jour tu veux faire la une de Paris Match avec Daniel, avec Daniel en plus tu peux faire un livre de poche. C'est sûr. On l'embrasse, on l'adore. Non mais c'est pas parce que je dis ça contre ces photos que vous devez être agressif par rapport à moi. Mais pas du tout, ma chérie. Pour moi, cette photo, elle est complètement organisée. Le bleu ciel de elle, le bleu ciel de lui, le pull bleu marine des deux et tout. Crois-moi qu'ils se sont appelés avant pour dire. Mais je pense que tout est organisé. Moi, je pense la vérité. Moi, je pense qu'ils savaient qu'ils étaient. Moi, je pense que c'est pas ça. Donc vous dites exactement la même chose. On dit pas du tout la même chose. C'est là qu'on voit vous et moi, la différence entre vous et moi pendant toutes ces années. C'est que vous êtes pleine de certitudes et moi, je suis plein de questions. Et de questionnements. C'est vrai. Caractérise. Ah oui, c'est ce qui nous caractérise. Vous voyez, ça, non? Vous voyez, moi, je me suis posé des questions sur le vaccin, vous jamais. Et là, c'est pareil sur Jordan Bardella. Moi, ce que je pense sur Jordan Bardella, c'est que, vous savez, quand vous êtes très connu, Géraldine Maillet, vous verrez, ça vous arrivera. Mais moi, je ne veux pas être très connu. Non, mais si, par la force des choses, vous l'êtes grâce à cette émission. Vous savez qu'à un moment. Pourquoi faire mon procès là? Non, mais justement, je vous donne l'explication. Écoutez un petit peu, ça va vous faire du bien. Si vous n'avez pas écouté tout le week-end, ça va vous faire du bien d'écouter le lundi. Écoutez, je vais vous dire. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous êtes comme ça, très connu, comme Jordan Bardella, vous le savez à un moment, si vous êtes filé par les paparazzis ou non. On va terminer avec un extrait de Yacine Bellatar, qui était l'invité des funérailles des Tabous. Il a complètement dézingué la France insoumise, et notamment Jean-Luc Mélenchon. Je suis gardé par le sceau du secret. Il y a eu des moments qui ont d'ailleurs fuité dans la presse sur la question de la manifestation contre l'antisémitisme, où tout le monde a dit que j'étais responsable de la non-venue du président. Est-ce que j'ai été consulté? La réponse est oui. Est-ce que j'ai donné mon avis? Donc je vous le dis ici parce que j'ai fait d'interviews là-dessus. J'ai pas du tout dit si vous allez, Monsieur le Président, à la manif contre l'antisémitisme, les quartiers vont se lever et brûler la France. Pas du tout. C'est que moi je suis très ambitieux pour les nôtres. C'est pour ça que je ne suis pas avec la LFI. Et je vais vous dire, c'est absolument incroyable ce qui se passe actuellement entre la LFI et les gens des quartiers. Regardez bien. Il y a un garçon qui meurt qui s'appelle Quentin. Est-ce qu'on est d'accord politiquement avec le petit Quentin qui vient de mourir? Pas du tout. Je pense que c'est un garçon qui est à la droite de l'extrême droite. Est-ce qu'il mérite de mourir? Je dis non. On découvre quoi dans cette affaire du petit Quentin? Enfin, petit Quentin, c'est un côté affectif donc de Quentin. C'est qu'en fait, il a été tabassé par des blancs d'extrême gauche. Il n'y a pas d'Arabes et noirs. S'il y avait des Arabes et noirs là-dedans, je pense que tout le monde en parlerait, mais pas de la même manière. Parce que nous, en fait, on est violents, à ce qui paraît. Mais nous, on tue pas les gens à 15 heures. Parce qu'on a, d'autres choses à foutre, et deux, on n'est pas les tirailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est ça le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est prendre des Arabes et des Noirs, les mettre en avant dans un système de tension, alors que les Arabes et les Noirs, ce qu'ils aspirent, en tout cas, pour ceux comme moi qui ont des enfants, c'est qu'ils aspirent à la normalisation et la banalisation. Il est tellement plus talentueux que ce qu'il fait aujourd'hui. Il aurait très bien pu être le renouveau de la gauche, inclusif avec les Arabes et les Noirs. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, quand je vois des blancs de Jean-Luc Mélenchon venir me faire la morale à la télé, alors que sur les listes des municipales, ils ont viré tous les Arabes et les Noirs, parce que c'est ça la réalité. Et je vais vous dire, j'attends pas de l'extrême droite de mettre des Arabes et des Noirs sur leur liste, mais que l'extrême gauche vienne me dire, ouais, nous, la banlieue, on comprend, et qu'en fait, ton seul modèle économique, c'est de créer une loi, une association loi 1901, de foot en salle et manger du 4 quarts dans un gymnase, ce n'est plus possible. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai évolué sur ma position politique. Bien sûr, j'ai commencé fantasque et naïf et généreux à gauche en disant, ouais, c'est ma famille politique, ils sont avec nous. J'ai vite déchanté quand j'ai compris quelle était ma place à gauche. C'est qu'en fait, si Barack Obama il était en France, il serait à la machine à café, les amis. Donc en fait, tout ça va se calmer. Et ça va se calmer, je vous donne le moment, dans un an. Parce que l'extrême droite va passer. Je vous le dis ici, je suis pas Nostradamus. Mais a priori, je pense qu'ils ont suffisamment bien travaillé
pour finir par faire rentrer dans la tête des Français que le cordon sanitaire, c'est pas autour de l'extrême droite, c'est autour de Mélenchon qu'il faut le mettre. C'est pour ça que j'ai envie de dire à Mélenchon, est-ce que tu mesures dans quelle impasse tu t'es mis tout seul? Ce que vous êtes en train de dire là, ça veut dire que les élections, enfin, parce que c'est quand même grave, sont déjà jouées d'avance, il n'y a pas d'adversité en face de l'extrême droite. Bah, c'est mathématique. Hein. 8 candidats au centre pour 10%, 6 candidats de gauche. Donc déjà, avoir 14 candidats, l'extrême droite, ils ont un candidat. Mais de toute manière, je suis persuadé que dorénavant, ça a évolué. J'ai d'ailleurs des désaccords très profonds avec des amis à moi là-dessus. C'est que je pense que c'est leur tour. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.